20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi 4 juin, marquée par la découverte d'une tombe au domicile du guide religieux Serine Moustapha Sy. La tombe serait celle d'un talibé âgé de près de 100 ans et ce dernier aurait décidé d'être inhumé au domicile de son guide religieux. Sur ordre des autorités judiciaires, un détachement de la gendarmerie a déterré le corps la nuit dernière. Une enquête est sur le point d'être ouverte. Les détails en début d'édition. Dans la commune de la Médina, après la prière de ce vendredi, des partisans du maire Bamba Fall ont affronté des jeunes de la localité issus d'un collectif de lutte contre le bradage foncier. Ces jeunes ont manifesté pour protester contre la privatisation d'un terrain. Une manifestation qui a viré en affrontement avec les militants du maire de la localité. Des coups de feu ont été tirés et plusieurs personnes ont été blessées. Retour sur ces affrontements en début d'édition. À l'Agence du patrimoine bâti de l'État, l'ancien secrétaire général continuerait de percevoir illégalement son salaire de 2 500 000 francs CFA et c'est en plus de toujours bénéficier de son logement de fonction. Le directeur général de l'Agence du patrimoine bâti a préféré ne pas se prononcer sur le sujet qui commence à faire polémique au sein de la structure. Nous en parlerons dans ce journal. Vente de bouillon culinaire au Sénégal. Désormais, une taxe de 25% sera appliquée sur la vente de ce produit qui nuit à la santé des populations. Une décision qui ressort de l'examen du projet de la première loi de finances rectificative de l'année budgétaire 2021. Dans ce journal, réaction de l'Association des consommateurs du Sénégal qui se réjouit de cette taxe de 25% qui va renflouer les caisses de l'État. En sport, 24e édition des championnats d'Afrique de handball. Ce vendredi, le ministre des Sports a invité l'équipe nationale féminine à hisser haut le drapeau national lors de la compétition qui se tiendra du 10 au 20 juin prochain à Yaoundé au Cameroun. L'équipe nationale a reçu le drapeau national ce matin. Retour sur la cérémonie dans la page des sports. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. À Tivaouane, découverte d'une tombe au domicile du guide religieux des Moustarchidines, Serine Moustapha Sy. Sur ordre des autorités judiciaires, un détachement de la gendarmerie a déterré le corps la nuit dernière. Selon une source proche du défunt, la tombe est celle d'un talibé âgé de près de 100 ans. Ce dernier aurait décidé d'être inhumé au domicile de son guide religieux. Il serait décédé dans la nuit du 12 au 13 mai dernier. Retour sur la découverte du corps avec nos correspondants Charanta Diop et Seyla Thier. Cette affaire défraie la chronique à Tivaouane. Un vieux du nom de Katim Touré, âgé d'une centaine d'années, un fervent talibé de Mamcha Ahmed Tidjane Sy Al Maktoum, a été inhumé dans une maison non loin de celle de Serine Moustapha Sy, guide des Moustarchidines. C'est ce qui a créé une véritable tollé. Certains ne voulaient pas que le défunt soit inhumé dans les lieux. Ils se sont ensuite dressés, ce qui a occasionné des échauffourées ponctuées par des coups de feu en l'air. Finalement, les gendarmes de la section de recherche sont intervenus et selon nos dernières informations, le corps sans vie a été déterré et déposé à la morgue de l'hôpital de Tivaouane. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Tivaouane. 4 jours se sont écoulés depuis la disparition de 3 journalistes dans un accident de la route à Kédougou dans le cadre de la tournée économique du chef de l'État. Pour rendre hommage à ces 3 journalistes du site d'information leral.net, un récital de Coran s'est tenu ce vendredi. Une initiative de la Convention des jeunes reporters du Sénégal qui a profité de cette commémoration pour aborder la question des conditions de travail difficiles des journalistes sur le terrain. Pape Faraning et Amadouba. Seuls les versets du Saint-Coran résonnent dans le local qui abrite le groupe Leral. Jeunes reporters, collègues et voisins ont prié pour le repos de l'âme de leurs confrères décédés accidentellement. C'est une séance de récital du Coran que nous avons bien voulu organiser ici à Leral en hommage aux disparus. Et je pense qu'aujourd'hui, ces prières rejaillissent sur eux
et ceux qui les ont aussi précédés. En tant que musulmans, nous ne pouvons que croire en Allah. Nous saluons vraiment l'initiative de la Convention des jeunes reporters avoir voulu organiser un récital Coran pour prier au repos de leurs âmes. Très attristés par ces pertes, les employés se souviennent de leurs frères disparus. Aujourd'hui, tous les collègues qui sont ici présents se sentent vraiment tristes parce qu'ils sont tombés dans le champ avec les armes à la main. On peut dire dans un champ de bataille. Aboussi, journaliste, Yoro Diallo, cadreur et Ousmane Ndiaye. Le CSJ reste de poser le débat sur les conditions de travail des jeunes reporters. Une occasion pour le président. Perdu des jeunes et qui me font penser toujours aux conditions de travail des journalistes en perspective, qui me font penser aux gens qui prennent les cars rapides, les transports en commun pour aller dans les lieux de travail. Donc voilà un peu ces quelques questions aujourd'hui sur lesquelles peut-être dans une perspective que nous allons essayer de voir ensemble. Nous sommes une famille. Malgré l'assistance de toute la presse, la douleur reste vive au sein du groupe et dans la rédaction. Un grand vide. Je vous le disais en titre, dans la commune de la Médina, des partisans du maire Bamba Fall ont affronté des jeunes de la localité. Après la prière du vendredi, des jeunes issus d'un collectif de lutte contre le bradage foncier ont manifesté contre la privatisation du terrain de l'école Médine. Une manifestation qui a viré en affrontement avec les militants du maire de la localité que les jeunes accusent d'avoir vendu le seul terrain qui leur restait. Suite à des échanges de coups de feu et de jets de pierre, plusieurs personnes ont été blessées et comme vous pouvez le voir sur ces images, les forces de l'ordre sont intervenues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans la commune de Tivaouane-Peulh, les victimes de démolition continuent leur combat. Pour rappel, en 2017, après plusieurs manifestations, elles avaient obtenu du chef de l'État 40 hectares de terrain. Alors qu'ils étaient déjà entrés en possession de 20 hectares, ils attendent toujours la deuxième moitié. Afin d'arriver à leur fin, à Tivaouane, les populations sollicitent le soutien des partis politiques de l'opposition. Écoutons à ce propos le président du collectif des victimes de démolition. Ces propos sont requis par Abdou Diouf Diagne. Dans le collectif, il y a 1796 victimes avec des appartenances donc politiques différentes. Mais nous, ce qu'on attend d'eux, qu'ils arrêtent, franchement, parce que l'autorité étatique incarne les institutions. Ce sont les institutions même qui n'ont plus de valeur. Parce que, à savoir, les services techniques, le service des impôts domaines, le cadastre, l'urbanisme et l'administration donc territoriale de Rufisque. Mais ça, ce sont des institutions. Le président définit ses orientations et il les applique. C'est dans le cadre là qu'ils avaient donné une instruction sur ces 20 hectares. Les 20 hectares là, c'est palpable. Qu'ils nous donnent notre avenant. Et que ce soit l'après des élections ou pas l'après c'était une instruction. Qu'ils continuent donc à œuvrer dans ce sens-là. Les victimes sont tellement, ils vivent dans des situations difficiles. Et puis, litige foncier entre les populations des communes de Kanten et de Mandina-Mancagne dans la région de Ziguinchor. Le chef de l'État est interpellé. En déplacement sur place, le président du mouvement J'aime le Sénégal s'est prononcé sur la situation à Kanten et sur les nombreux litiges fonciers au Sénégal. Écoutons Moulay Camara, il est au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Nous appelons le chef de l'État, le président Macky Sall, pour que vraiment les problèmes fonciers au Sénégal commencent à prendre une ampleur extrêmement dangereuse pour l'avenir de ce pays-là. Donc de manière urgente, il faut qu'on trouve des solutions et par rapport à ce problème-là qu'on retrouve un peu partout au Sénégal. Raison pour laquelle je suis également confiant parce que la paix en Casamance, elle est importante pour la relance de l'économie. Aujourd'hui, après le Covid, après la crise que la Casamance a vécue pendant
plusieurs années. Donc je pense que la relance de l'économie, et nous pensons toujours, et nous confirmons cela, que le poumon économique du Sénégal, c'est la Casamance. Mais l'économie ne peut pas décoller sans la paix. Donc nous appelons tout le monde, aux populations de la Casamance, que c'est dans la paix qu'on va construire l'économie de cette partie-là de la région. Il n'y a qu'une solution, c'est l'administration. Nous, on est des facilitateurs. Et le gouverneur a pris à bras le corps ce problème-là. Et nous espérons qu'aujourd'hui, on est en train de recenser les impactés. Il a promis de faire le maximum possible pour que Kantine soit érigé en village. Je pense que ce sont des avancées notoires. Je vous le disais en titre, à l'Agence du patrimoine bâti de l'État, depuis son départ à la retraite, l'ancien secrétaire général continuerait de percevoir illégalement son salaire de 2 500 000 francs CFA, et ce, en plus de toujours bénéficier de son logement de fonction. Joint au téléphone, le directeur général de l'Agence du patrimoine bâti de l'État a préféré ne pas se prononcer sur le sujet qui commence à faire polémique au sein de la structure. Plus de détails avec Chérif Dia. C'est en juillet 2019 que Alassane Saïdou Sow a été nommé secrétaire général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. Une nomination qui intervient à un an seulement de la retraite. En septembre 2020, Alassane Saïdou Sow reçoit ses indemnités de départ, En septembre 2020, Alassane Saïdou Sow reçoit ses indemnités de départ devant lui offrir son droit à une pension de retraite à ses 60 ans révolus. Mais voilà, une source bien au fait de cette affaire nous apprend que depuis 9 mois, M. Sow continue de percevoir en toute illégalité un salaire de 2 500 000 francs net d'impôts, majoré de 100 000 francs CFA représentatifs d'une indemnité de téléphone. À cela s'ajoute la voiture de fonction qu'il n'a pas rendue et en même temps, il occupe une maison de fonction à laquelle il n'a plus droit. Le paradoxe est qu'au même moment, des sommations sont envoyées à des agents de l'État à la retraite, dont d'anciens hauts fonctionnaires, pour qu'ils libèrent les logements qu'ils occupent. Tout cela au vu et au su du directeur général de l'agence Yaya Abdoukan, qui s'est donné tant de mal pour contourner la procédure administrative afin que son protégé puisse bénéficier de toutes ces faveurs indues. Une situation qui a installé un climat invivable au sein de l'agence. Sur le plan légal, l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État n'a plus de secrétaire général. C'est le directeur général lui-même qui doit en informer la hiérarchie, ensuite proposer un successeur au président de la République pour une nomination. Rappelez que dans l'article 10 du décret 2013-278 du 14 février 2013 portant création de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, il est stipulé que le directeur général, nommé par décret sur proposition du secrétaire général de la présidence de la République, est assisté d'un secrétaire général nommé lui aussi par décret. Ce dernier le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Joint au téléphone, le directeur général Yaya Abdoukan, par ailleurs ancien ministre des Télécommunications et des Postes, déclare n'avoir rien à dire sur cette affaire et préfère plutôt accuser ceux qu'il considère comme étant des maîtres chanteurs. Un peu plus d'un mois après avoir été remis au chef de l'État, le rapport 2017-2019 du Haut Conseil du dialogue social a été présenté ce vendredi aux organisations syndicales. Un rapport qui fait le point sur l'état du climat social au Sénégal et sur la nécessité de faire du dialogue un outil de promotion de l'équité sociale et territoriale. Suite à la présentation du rapport aux organisations syndicales ce vendredi, un plan national de renforcement du dialogue national va être élaboré et sera remis au chef de l'État le 15 juin prochain. Écoutons à ce propos la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Ces propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté. La Covid a impacté négativement le monde du travail. Parce qu'une entreprise qui a ses travailleurs, qui fonctionnait avec des travailleurs qui sont à leur poste de travail, c'est différent d'une entreprise qui se retrouve aujourd'hui en train de réduire son personnel du fait justement de la non-productivité ou bien de la mévente de ces produits en période de Covid. Donc il est clair que le monde du travail a été durement affecté, le secteur informel y compris. Maintenant, nous avons mené des actions, nous avons fait de l'intermédiation, nous avons fait de la facilitation dans certaines entreprises de la place, que je ne voudrais pas citer, mais véritablement, nous avons joué notre partition. Il retrace toutes les activités que nous avons menées sur l'état du dialogue social dans différents secteurs, l'éducation, santé, collectivité territoriale, mines, pétrole, gaz, agriculture.
La remise, le président a apprécié et a souhaité que nous puissions lui remettre en relation avec le ministère du Travail un plan national de renforcement du dialogue social. Le chef de l'État a demandé, donc nous sommes en train de mener la réflexion en relation avec le ministère du Travail pour lui présenter le rapport au plus tard le 15 juin de ce mois-ci. Je vous le disais en début de journal, une lourde taxe sera désormais appliquée sur les bouillons culinaires. Au-delà d'un problème de santé publique, il s'agit de renflouer les caisses de l'État. La décision ressort de l'examen du projet de la première loi de finances rectificative de l'année budgétaire 2021 en Conseil des ministres, tenu hier jeudi 3 juin au Palais de la République. Pour atteindre les prévisions de recettes avec un rendement total escompté de 60 milliards de francs CFA, il a été décidé de clarifier le champ d'application de la loi instituant le prélèvement pour défaut de conformité fiscale, 10 milliards de francs CFA attendus, d'instituer une taxe sur les bouillons alimentaires, 25 milliards de francs CFA attendus, de revoir à la hausse la taxation des jeux de hasard, 1,5 milliard de francs CFA de recettes supplémentaires, d'augmenter les efforts d'élargissement de l'assiette, notamment l'identification des contribuables qui échappaient jusqu'ici au système d'imposition, 6,5 milliards de francs CFA escomptés, et puis de renforcer la conformité des contribuables en matière d'impôts et taxes retenues à la source, 16 milliards de francs CFA attendus. L'Association des consommateurs du Sénégal, en tout cas, se réjouit de cette taxe de 25% sur les bouillons culinaires, utilisés quotidiennement dans la grande majorité des ménages sénégalais. Saturé en sel et en exhausteur de goût, le bouillon en cube représente un réel danger pour la santé des populations. Pour la SCOSEN, cette taxe de 25% mise en place par l'État du Sénégal peut même être augmentée afin de freiner davantage la prolifération des bouillons culinaires au Sénégal. Fatou Bitou Conté et Mohamed Sodian. 4 ans, ce père de famille ne mange pas de bouillon et a interdit à sa famille d'en consommer. Je ne mange plus ces bouillons depuis 4 ans. Et d'ailleurs, j'ai interdit à ma famille de les utiliser dans les repas. Prolifération de bouillon cube inquiète les Sénégalais, tout excès étant mauvais. En toute chose, les populations pensent que les bouillons pourraient être nocifs pour la santé. On les indexe même comme étant responsables de certaines maladies. Il y a trop de bouillon dans ce pays et j'en suis sûr c'est à cause de cette utilisation excessive que l'État a mis sur pied cette taxe. Il y a trop de malades, les gens mangent le soir et ne se réveillent plus le matin. Je ne dirais pas que c'est pas bon, mais les femmes l'utilisent de façon excessive à cause de sa présence massive sur le marché. Et pour décourager leur consommation, l'État a institué une taxe de 25% sur ce bouillon alimentaire, une décision dont certains pensent que cela peut freiner sa présence massive sur le marché. J'encourage l'État sur cette lancée. Avec cette taxe-là, je pense que les personnes vont arrêter d'acheter ces bouillons-là et que sa présence sur le marché va se diminuer. Le prix n'est pas cher et les gens en abusent. Il ne faut pas qu'on oublie notre santé. D'autres estiment même qu'il faut tout bonnement interdire sa vente. Il faut tout bonnement interdire la vente de ces bouillons plutôt que de mettre une taxe sur le produit. En tout cas, pour la SCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal, ces décisions de l'État viennent à son heure. Et pourquoi même ne pas augmenter cette taxe? Pourquoi? Parce qu'il faut décourager l'utilisation des bouillons. Vous savez que dans un bouillon de 4 grammes, il y a 2 grammes de sel. Or, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il ne faut pas dépasser 5 grammes de sel par personne et par jour si on veut éviter les maladies cardiovasculaires. Une étude avait montré, il y a quelque temps de cela, que près de 44% donc des personnes d'un certain âge au Sénégal sont sujets à des maladies cardiovasculaires et c'est exacerbé par le sel. Cela montre que nous sommes à des niveaux extrêmement élevés d'utilisation du sel. Donc cette décision elle est salutaire. Nous pensons même que la taxation est plus élevée. On en trouve en toutes sortes, ces bouillons sur le marché, sensibiliser aussi les femmes sur sa consommation excessive. À part cette taxe, est aussi une autre paire de manches.
Et puis toujours sur le thème de la santé, la France envoie 184 800 doses de vaccins AstraZeneca au Sénégal. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme mondial COVAX, dont l'objectif est d'accélérer la fabrication des vaccins contre le coronavirus et d'en assurer un accès juste et équitable à l'échelle mondiale. Après un premier lot de 324 000 doses d'AstraZeneca livrées au mois de mars dernier, il s'agit du deuxième lot de vaccins reçus par le Sénégal. Actuellement, le pays peine à faire avancer plutôt sa campagne de vaccination et le ministère de la Santé appelle les populations à se faire vacciner. La réception des doses de vaccins s'est déroulée ce vendredi en présence de l'ambassadeur de France et de représentants de l'UNICEF. Écoutons le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Il est au micro de Fatima Touré. Ces doses vont nous permettre d'engager avec beaucoup, j'allais dire, d'optimisme la deuxième dose de vaccin AstraZeneca. Sur la vaccination AstraZeneca, nous avons déjà effectivement donc fait la première dose pour beaucoup donc de Sénégalais, mais quelque part on s'inquiétait un peu par rapport au déroulement du processus de la deuxième dose. Ces 184 800 peuvent rassurer en attendant bien sûr que le reste de la livraison nous parvienne. Il est aussi important de dire que la vaccination est véritablement essentielle pour la lutte contre la Covid-19. Je lance un appel, je profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais pour leur demander de venir effectivement se vacciner. C'est fondamental, c'est important. Aujourd'hui, il faut absolument que l'on atteigne le maximum de Sénégalais. Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. La revue a été présentée ce vendredi par les ministres de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. D'après le document, le système éducatif sénégalais est résilient et ce, malgré l'impact de l'épidémie du coronavirus. Plus de détails, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba. 8e revue conjointe du paquet, c'est pour assurer la continuité pédagogique lors des prochaines années. Les ministères de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la femme et de la famille, autant d'institutions qui ont travaillé sur ce document. L'année dernière, dans tous les ordres d'enseignement, aussi bien dans l'éducation, au CFE, au bac, au BFM, dans les examens professionnels, nous avons eu des résultats exceptionnels. Je pense que c'est un motif de satisfaction, comme j'ai dit, mais donc nous avons comme objectif maintenant de renforcer cela et de faire face encore aux autres défis. Nous l'avons dit, les élus l'ont dit, dans le cadre de la décentralisation du BCI, dans le cadre du renforcement des indicateurs, dans le renseignement des indicateurs, dans le défi de la mise en place des ressources humaines. Une pédagogie que les initiateurs comptent partager à travers la formation à distance. Il sera effectivement question de revenir sur la place du numérique pour les années à venir et notamment cette année et même l'année prochaine. C'est en ce sens que le projet premier a été installé. Il y aura deux défis majeurs, maintenir en tout cas ce qui a été fait l'année dernière, avoir de très bons résultats et aussi ouvrir des perspectives parce qu'en définitive, nous avons le souci de maintenir les résultats que nous avons eu l'année dernière. Ça veut dire qu'il nous faut des propositions dynamiques en fonction de... L'Union des associations d'élus locaux est préoccupée par la mise en œuvre du budget consolidé d'investissement. Je pense que nous avons eu une oreille attentive à ce niveau pour qu'au niveau du BCI, du budget consolidé d'investissement, qui en réalité est une compétence dévolue aux collectivités, mais pour des raisons liées à des schémas au niveau vertical, donc ont tardé à être mis en œuvre et je pense que dans les réponses qui nous ont été adressées par M. le ministre, donc nous avons des raisons d'espérer. À la suite de cette revue, d'autres recommandations sont attendues pour corriger les manquements et parfaire le système éducatif sénégalais. En sport, Edouard Mendy accueilli en héros par ses coéquipiers de l'équipe nationale hier soir. Le gardien des Lions a remporté samedi la Ligue des Champions avec son club Chelsea. Le portier qui a rejoint la tanière se réjouit de l'accueil de ses coéquipiers. Je vous propose de l'écouter. J'ai ressenti une grande joie. J'étais très fier de l'accueil
qui m'ont accordé avec tout le staff de l'hôtel et les gens qui travaillent ici. Donc je remercie vraiment tout le monde, ça m'a vraiment touché. J'ai beaucoup imaginé mon retour au pays après la victoire et je ne m'attendais pas à ça du tout, même à l'aéroport. Les Sénégalais, c'est les meilleurs et aujourd'hui je suis vraiment très fier de revenir avec ce trophée-là. Je pense à beaucoup de choses. Je pense à déjà où j'étais il y a quelques années. Jamais je me serais dit à ce moment-là que je pouvais jouer une finale de Ligue des Champions et de la gagner. Je repense à tous les moments où j'ai douté et ma famille a été autour de moi. Je repense aussi à tous les efforts que j'ai faits, à tout le travail que j'ai fourni pour pouvoir jouer ce genre de match. Et je pense à tous ceux qui comptent aussi sur moi et qui sont à ce moment-là très fiers et qui sont comme moi en train de pleurer de joie. L'actualité sportive également avec cette 24e édition des championnats d'Afrique de handball. Ce vendredi, le ministre des Sports a invité l'équipe nationale féminine à hisser haut le drapeau national lors de la compétition qui se tiendra du 10 au 20 juin prochain à Yaoundé au Cameroun. Après une finale perdue contre l'Angola en 2018, cette année, les Lions du handball comptent bien décrocher le titre continental. L'équipe nationale a reçu le drapeau national ce vendredi matin en guise d'encouragement. Retour sur la cérémonie, c'est avec Ibrahim Khan. Le drapeau national pour booster davantage les Lions du handball en quête de sacre à Yaoundé qui abrite la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une cérémonie symbolique à l'issue de laquelle le ministre des Sports a décliné les attentes par rapport à l'équipe. En vous remettant ce drapeau national, j'ai conscience que vous allez l'honorer. Vous allez le hisser haut et le maintenir droit, car il symbolise notre commun vouloir de vie commune. J'ai conscience aussi que vous avez le potentiel nécessaire pour bousculer la hiérarchie. Et tous les pronostics, car durant les 2 dernières éditions, de 2016 et de 2018, vous avez réussi la prouesse d'être classé à la 2e place et donc désigné vice-championne d'Afrique. En vérité, vous constituez un groupe uni, stable, formé de local et de binational, sans pression, conscient des enjeux et décidé à se donner toutes les chances et tous les moyens pour aller le plus loin possible dans la compétition. Logés dans le groupe A, en compagnie de la Tunisie, de la Guinée-Conakry et de Madagascar, les Lions du Sénégal, vice-championnes d'Afrique, seront très attendus. Toutefois, le président de la fédération rassure quant à la préparation et la qualité des joueuses. Cette année, avec le contexte de la Covid, nous avons voulu éviter les matchs amicaux sur recommandation de notre médecin, faire le stage ici au Sénégal pour permettre aux filles de venir tâter le pouls du pays, retrouver les valeurs du pays avant d'aller défendre les couleurs du pays. Les dispositions ont été prises pour nous permettre d'avoir une participation de qualité. Pour le moment, il reste maintenant aux athlètes, à ces braves joueuses, dont certains ont pris le parti de choisir le Sénégal au détriment de la France, terre où elles sont nées. La compétition est prévue du 10 au 21 juin prochain au Cameroun, dans ce complexe polyvalent de Yaoundé. L'équipe quitte Dakar ce samedi pour la capitale camerounaise. Parlons musique à présent. En visite au Sénégal où Moussa Ngaré a rencontré le roi du Mbalar, Youssou N'Dour. La chanteuse malienne n'a pas mâché ses mots. Youssou N'Dour est pour elle un modèle et une source d'inspiration. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro d'Ibrahim Khan. Ma relation avec Youssou ne date pas de maintenant. Youssou, c'est un grand frère qui nous a toujours donné de très bons conseils et qui nous ont montré la voie, la bonne voie entre l'Afrique et l'Europe. Donc j'ai suivi parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'estime parce que il fait son travail avec beaucoup de sérieux. J'aime bien ça. En dehors de la musique, il a montré qu'on peut être star et puis aussi créer des emplois et puis
employer beaucoup de jeunes, participer au développement de son pays. Donc voilà les choses que j'ai beaucoup aimées chez mon grand frère et j'essaye de faire comme lui. Donc voilà, donc je suis venue vraiment lui voir, lui saluer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La suite des programmes, c'est tout de suite avec Soir d'info. Ce soir, Cher Tidiane reçoit Baba Karba, président du Forum du Justiciable. Cher Tidiane, bonsoir, c'est à vous. Bonsoir à vous, Léa Soukenendia, et très bon week-end.